La beauté des reines à Aubé vous présente votre programme. Bonjour à tous, un grand merci d'être avec nous aujourd'hui sur HWM TV. Je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle émission, L'Art du Mieux-être, qui sera dédiée au bien-être, à la santé et à la beauté. Pour cette première, le miel et les abeilles, nous avons choisi d'évoquer avec vous les nombreux bénéfices et bienfaits du miel et des produits de la ruche. Et pour cela, nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir Eugénie Bonjour. Et Hugues, Bonjour. deux des apiculteurs les plus productifs et connus à Aubé. Découvrons ensemble les héroïnes singulières de cette belle histoire, nos amis les abeilles. Eugénie, Oui. honneur aux dames, peux-tu nous parler brièvement de toi et de ton activité d'apicultrice ? Alors, je suis Eugénie Montero, productrice de miel de safran depuis 2017 sur Aubé. Je suis native du village même, j'ai grandi pour ceux qui me connaissent. Pour parler de mes ruches, donc vous pouvez les voir, elles se trouvent au-dessus de la déchetterie. Elles sont là en arrière-saison et après elles vont voyager pour faire des différentes sortes de miel. Et voilà. Super, merci. Et Hugues, toi ? Je suis sur Aubé également et j'ai mes ruches, j'ai à peu près une cinquantaine de ruches sur Aubé que je laisse en permanence et je transhume une autre partie pour faire des pollinisations ou pour faire du miel un peu qui sort de l'ordinaire, style miel de thym ou miel des Alpes ou des Pyrénées. D'accord, on en parlera un petit peu Ouais. plus tard. D'où viennent les abeilles de vos ruches ? Moi, c'est de l'élevage, c'est de la buckfast. Ce sont des abeilles sélectionnées pour. Elles ont un meilleur rendement et elles sont plus douces et elles résistent mieux aux maladies que l'abeille courante. D'accord. Et comment est-ce que vous renouvelez votre J'achète de la cheptel ? génétique. De la génétique. Voilà, c'est comme des vaches, on s'adresse à des éleveurs professionnels qui nous fournissent en génétique sélectionnée. Parce qu'on n'a pas le temps de tout faire. D'accord. Super. Et Eugénie, quelle durée de vie ont les abeilles ? Alors, pour l'abeille, elles vont vivre jusqu'à 45 jours environ en passant par plusieurs étapes de leur vie. Elles vont être nettoyeuses, elles vont être scières, elles vont faire ouvrières, elles vont s'occuper des larves. Et après, on a la reine, elle par contre, qui va vivre maximum, il y en a qui disent qu'elle peut vivre jusqu'à 10 ans, mais nous, dans notre cheptel, on va les garder jusqu'à 3 ans, parce qu'après, le niveau de ponte diminue au fur et à mesure et les ruches se fatiguent. Donc elles sont moins productives. Oui. Et nous, ce qu'il nous faut, c'est la production. Eh ben Donc, oui. c'est pour ça qu'après, on détruit la reine malheureusement et on en met d'autres. D'accord. Et quand on a préparé cette interview, vous m'avez parlé tous les deux de durée de gestation, d'apprentissage, de production. Il y a plusieurs étapes. C'est ça. Donc, en fait, pour faire une abeille simple, il faut 21 jours et pour faire une reine, 16 jours. Donc, ça va passer de la petite larve jusqu'à la lymphe et après à l'abeille. Et pareil pour la reine, ainsi de suite. D'accord. Là, la reine va être nourrie avec de la gelée royale. Oui. Qui va lui donner plus d'énergie et pour être plus costaud que les abeilles. Et donc, l'apprentissage, la production, une abeille, il lui faut combien de temps pour être en apprentissage ? Dès qu'elle sort de sa petite coupelle, on va dire, elle va se mettre directement au travail. Bon, super. Et alors justement, tu en as un petit peu parlé déjà, tu as parlé de gelée royale. Les abeilles se nourrissent, la reine se nourrit de gelée royale, c'est ça. Mais les abeilles, elles, de quoi est-ce qu'elles se nourrissent ? C'est de la bouillie larvaire.
En fait, tout le monde, les trois premiers jours de la larve, tout le monde est nourri à la gelée royale. Et après, il n'y a que la reine qui va être nourrie à la gelée royale jusqu'à la fin de sa vie. Et les autres abeilles sont nourries à la bouillie larvaire. Et c'est quoi? C'est justement, il y a beaucoup moins de protéines que dans, que dans de la gelée royale. Et c'est un mélange que le secret, et elles nourrissent les abeilles avec ça, ou les mâles selon ce qu'elles veulent obtenir comme résultat. Ah oui, d'accord. Donc c'est un menu, comment dire? Sur mesure. Ouais, sur mesure. Sur c'est mesure, bien. selon ce que l'abeille va faire dans la ruche. Chacune son régime. Voilà, chacune son régime alimentaire. Et les anciennes, les plus vieilles, n'ont plus le droit de rentrer dans la ruche après. Dès qu'elles sont arrivées à un certain stade de maturité, elles passent leur vie à butiner. Et elles rentrent plus. Elles rentrent, mais elles ne vont plus dans les profondeurs de la ruche qui doit rester stérile. Et donc, elles se nourrissent d'une partie de ce qu'elles butinent? Les autres abeilles, voilà, elles prennent un peu sur ce qu'elles butinent, mais les autres abeilles les nourrissent aussi. D'accord. Il y a beaucoup d'échanges entre les abeilles pour qu'il y ait une cohésion sociale au niveau de la colonie. Super. Alors, Eugénie, Oui. à titre d'exemple, est-ce que tu peux nous parler de tes désormais célèbres abeilles, les Kounas, de leur caractère et de leur particularité de production? Alors, les fameuses Kounas. Alors, c'est un surnom qu'on leur a mis comme ça sur mes ruches parce que d'abord, c'est la base, la variété la carnolienne. En fait, la carnolienne est très douce au départ et en vieillissant, elle devient très agressive. C'est-à-dire, tu arrives sur le cheptel, tu claques ta porte, elles sont déjà sur toi, quoi. Elles sont horribles. Tu es obligé de les manipuler avec des gants. Il ne faut rien oublier que ta fermeture soit bien mise parce que sinon tu te fais attaquer totalement. Hugues, il a eu l'expérience avec moi une fois, il est venu, on mettait nos ruches ensemble et au moment où il a oublié qu'on passait sur les miennes, c'est des lions en cage. Donc c'est au bout d'un moment, on essaie de changer, mais je vois qu'avec la variété, la carnolienne, j'ai plus de rendement qu'avec la buck. Ah, voilà, donc il y a quand même un intérêt. La buck est plus douce, mais produit moins. Mais moi, je préfère mes fameuses méchantes, quoi. Puis elles tiennent. Bon, et puis elles sont célèbres maintenant, Oui. Puisque tu fais des. Je fais le rhum et l'eau de vie avec. D'accord. Et donc, tout à l'heure, tu parlais d'estive, de transhumance. C'est quand est-ce que tu le fais? Où vont tes ruches? Alors, qu'est-ce que ça apporte? Alors là, pour l'instant, elles sont toujours sur OB. D'ici un mois, elles vont partir un peu, elles vont être autour de Vergès à Sauce-Perrier, parce que j'ai un ami qui me prête un terrain qui plante des plantes mellifiques pour ça. Et après, donc, il y en a une partie qui va aller chez mes grands-parents pour les tilleuls. Oui. J'en mets pas beaucoup parce que c'est dans leur lotissement, donc après ça met un peu le bazar. Mais après, elles vont partir toutes à la hauteur de Crosse, au-dessus Saint-Hippolyte-du-Fort, pour les acacias et les châtaigniers. Et après, début août, mi-août, elles vont redescendre sur OB. D'accord. Donc on parlera tout à l'heure des miels, des différents types de miel, d'acacia, de châtaignier. Oui. Tu pourras nous en parler plus en détail. Il n'y a pas de souci. Justement, la raison pour laquelle en fait tu les amènes là-haut, Oui. dans les hauteurs. Bon. Et toi, Hugues? Je fais à peu près pareil. Simplement, j'essaye de garder plus d'abeilles sur OB pour faire du miel de garrigue. Parce que j'ai une clientèle qui adore le miel de OB et de garrigue spécialement. Après, j'ai d'autres miels qui se vendent très bien. Parce que quand je fais de la pollinisation, on me paye pour ça, mais je fais du miel. Et là, c'est la surprise en fait. Selon sur quelle plante je vais installer mes ruches, je vais faire un miel différent. Donc chaque année, j'ai des miels différents. Un coup, c'est des miels de prairie, donc beaucoup de fleurs de printemps. Après, c'est des miels d'été, des fois, des miels d'automne aussi. Avec la canicule, on a les abeilles qui se mettent à faire du miel maintenant en automne. Avant, on le leur laissait. Maintenant, elles font des grosses quantités. Dès que les pluies, en fait, reviennent après les canicules, on a une floraison. Les fleurs sont complètement décalées au niveau saison. Et on a du miel dans les saisons où normalement on ne le récoltait pas. Et là, on en a tellement en quantité qu'on est obligé de le récolter. Donc ça fait un miel un peu particulier. Les gens ont bien apprécié l'an dernier, j'ai pratiquement tout vendu. Et le miel d'automne a été très très apprécié. Très bon. Un peu délicat parce qu'il avait tendance un peu à bouger un peu, il n'était pas très stable.
Il fait une petite mousse. Ouais. Ouais, j'ai vu ça. C'est le fait qu'il est hors saison en fait. Il y a trop d'eau et il y a des plantes aussi qui ne sont pas faites pour être mélangées avec du pollen, avec de la cire. Et puis c'est la particularité de faire un miel local et qui ne soit pas avec des méthodes industrielles de filtration. Donc le miel reste vivant. Et l'inconvénient justement, c'est qu'on peut arriver à avoir des miels qui fermentent, et auquel cas il est imbannable. Oui, il n'a plus ses propriétés. S'il fermente, on fait du vinaigre ou de l'alcool avec. Ah ouais. Bon, alors justement, on va parler un petit peu de tous les produits de la ruche, et on va commencer par le miel, par ses propriétés et ses bienfaits pour la santé, car ils sont multiples. Alors Hugues, qu'est-ce que c'est le miel exactement? Quand, comment est-il produit et récolté? Ça fait beaucoup de questions. Oui. Mais tu vas t'en sortir. Alors, le miel est produit par le nectar des fleurs, c'est les abeilles qui récupèrent ce nectar. Et il peut être produit aussi par la récupération du lait des pucerons, des cochenilles. Et donc, il y a ces deux sortes de miel différents. Et nous, on fait la plupart du temps, c'est avec du nectar. Hein. Tout ce qui est cochenille, tout ça, c'est dans les sapins, dans les pins. Où les abeilles vont aller récolter sur en fait, des prédateurs ou des auxiliaires de certaines plantations. Donc le miel est fabriqué en fait, par les abeilles, elles absorbent le nectar des plantes et elles vont se le partager les unes aux autres jusqu'à ce que le taux d'humidité diminue en dessous de 20%. Et à partir de là, on peut parler de miel. D'accord. En dessous, c'est pas du miel, c'est du nectar. C'est une sorte de sirop sucré. Donc les abeilles échangent à chaque fois avec leurs enzymes qu'elles fabriquent, elles vont modifier les sucres pour les rendre stables. Et une fois qu'elles ont stabilisé ce miel, elles vont le mettre dans les alvéoles, elles vont l'empêcher de se mettre en contact avec l'air, pour pas que le taux d'humidité remonte dans ce miel-là. Et après, une fois qu'il est comme ça, il peut se conserver assez longtemps. D'accord. Et on a dit à peu près tout sur... Donc quand, comment produit et récolter On récolte, ça c'est... On récolte quand la ruche est pleine de miel, ou quand on arrive avec un miel qui est operculé. Si le miel est operculé, ça veut dire que les abeilles ont fini leur travail, c'est-à-dire l'opercule, c'est un peu comme les abeilles bouchent leur alvéole, comme nous on bouche un pot. Elles mettent un couvercle en cire. Et à partir de ce moment-là, on peut récupérer son miel. Ou alors on le récupère, parce que des fois, elles ne l'operculent pas pour gagner du temps, parce qu'elles ont plusieurs mielés qui vont se chevaucher. Donc après, on a un réfractomètre qui nous permet de savoir si la teneur en eau dans le miel est suffisante ou excessive. Et à ce moment-là, on peut... quand vous pouvez récolter. Voilà. Parce que des fois, il semble qu'on peut récolter, il ne faut pas récolter. En fait, il faut être toujours là pour surveiller le bon moment pour faire sa récolte. Et des fois, s'il pleut ou tout ça, on est un peu ennuyé parce qu'il y a un peu trop d'eau dans le miel. D'accord. Bon, alors, on a déjà un petit peu évoqué ça précédemment, mais maintenant, on va parler justement, je pense que c'est important, des différentes sortes de miel. Alors, moi, j'en ai recensé, mais après, vous allez compléter. L'acacia, lavande, tilleul, thym, fleurs sauvages, de romarin, châtaignier, de garrigue, d'automne, de printemps. Voilà, ça fait énormément de... Alors, quels sont, on va dire, selon vous, Eugénie, toi déjà, selon toi, quels sont les miels les plus courants et ceux que tout le monde devrait avoir Alors déjà, il y a le châtaignier, qui est un miel assez quand même costaud. Tout le monde ne va pas l'aimer, le miel châtaignier, parce qu'il est vraiment très fort et très parfumé au nez. Après, beaucoup de personnes cherchent le miel de thym, qui est très difficile à faire. Pourquoi? Pourtant, il y a beaucoup de thym par ici. Oui, mais à chaque fois, un moment, il peut pleuvoir. Selon où on est, si on amène chez les personnes qui font vraiment une production de thym, ils coupent au moment où c'est la floraison. Donc, les abeilles n'ont pas assez pour butiner. Donc, ne feront pas beaucoup de grosses quantités de miel. Après, il y a le miel d'acacia, que beaucoup de gens le cherchent parce qu'il est peu sucré et très floral. Donc, pour les gens qui sont diabétiques, c'est un très bon miel. Et ça passe très bien aussi pour les enfants, les nouveau-nés. Et après, le miel de toute fleur qui est pas mal aussi parce qu'il a un bon plateau floral. D'accord. Et toi, Hugues, tu as quelque chose à rajouter là-dessus? Non. Le miel de lavande
Alors, le miel de lavande, c'est un miel très sucré, très doux pour les enfants, ça passe bien parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent j'aime pas le miel. Mais en fait, avec les miels industriels qu'on achète en supermarché, on ne connaît plus le goût du vrai miel en fait. Et il y a toujours un miel qu'on n'aime pas et un miel qu'on aime, on adore. Donc il faut le trouver, c'est tout. Oui, il y en a qui sont très forts, effectivement. Il y a des goûts qu'on ne supporte pas, qu'on n'aime ouais. pas. Ou même des textures aussi. Oui. Il y en a qui sont liquides, transparents, translucides, d'autres beaucoup de gens veulent qu'ils soient liquides, granuleux. mais un miel qui n'est pas trop manipulé va justement vivre et se solidifier légèrement, ou complètement, selon la plante sur laquelle il a été récolté. Donc mais en fin d'hiver, on se retrouve toujours avec des miels en principe cristallisés. Ok. Et alors justement, en parlant des propriétés du miel, est-ce qu'on retrouve les mêmes propriétés que celles de l'aromathérapie ou de la phytothérapie? Tous les miels, on est d'accord pour dire qu'ils sont antiseptiques, anti-inflammatoires et cicatrisants. D'accord. Il y a le docteur Joyeux qui a fait faire des études, qui a fait des études là-dessus, qui dit que le miel de thym serait le meilleur miel pour la cicatrisation. Mais comme je dis, vous prenez du miel de bonne qualité, de garrigue ou peu importe, il a toutes les propriétés en fait, il a toutes les vertus de tous les miels. Après, il y a certains miels qui vont avoir d'autres vertus, mais il faut toujours avec, entre parenthèses, parce qu'on n'a fait aucune étude scientifique qu'on entend en tant que tel, pour dire que tel ou tel miel va être meilleur que l'autre. C'est que moi ça m'a fait ça, alors c'est un peu des sondages sur les personnes qui le consomment régulièrement. Donc c'est à prendre un peu avec du recul. C'est pas quelque chose de ou tout blanc ou tout noir. D'accord. Et alors moi, une question que je me suis toujours posée, c'est comment, quand on dit c'est du miel de thym ou de lavande, comment est-ce que tu sais que les abeilles ne vont butiner que ça Alors, une abeille ne va pas que butiner sur une seule fleur, c'est pas possible. Elles vont aller de partout, mais supposons moi quand je les amène sur le châtaignier, dans la vallée, il n'y a que des châtaigniers. Il y a des ronces, elles vont aussi aller un peu dans les ronces, mais on va le voir dans le miel qu'on va l'extraire vraiment à la couleur. Le châtaignier est un miel qui est vraiment très foncé, épais, donc on va voir vraiment que c'est pas du 100% châtaignier, mais on va dire une plus grosse partie en châtaignier. L'acacia, on va le voir à la couleur, il est vraiment beaucoup plus clair que le châtaignier. C'est chaque fois la couleur qui va nous aider vraiment à essayer de voir ce que c'est. D'accord. Si on le met dans le lavande, on n'aura pas du tilleul. Ce sera vraiment que du lavande. Ouais. Ok. Bon, alors, les propriétés du miel, on en a déjà parlé. Quand on a préparé cette émission, on a parlé de la recherche sur le miel. Et tu m'as dit quelque chose d'assez surprenant. Oui. Sur le fait qu'il n'y a aucune preuve, en fait. Oui, il y a c'est pas ce de que je disais recherche, tout à l'heure. Il y a énormément de recherches qui sont faites pour fabriquer du miel ou pour vendre du miel, pour commercialiser du miel, trouver différents miels, les miels rares et chers. Mais au niveau de la recherche, disons que si on veut affirmer que tel ou tel miel a des vertus médicinales, on rentre dans le médicament. Donc ça existe dans les hôpitaux, mais c'est des miels qui valent très très cher au kilo, parce qu'il y a un tas d'analyses qui ont été faites en amont, et vous pouvez, dans ce cas-là, c'est un médicament, vous ne pouvez plus l'utiliser en tant qu'aliment. Et donc c'est justement dans les cas de cicatrisation, par exemple. Voilà, et là il faudrait parler avec un spécialiste dans un hôpital ou les gens qui l'utilisent, mais il y a des pays qui sont un peu réfractaires, et il y a d'autres pays qui le poussent un peu, comme la Suisse. La Suisse est souvent en avance sur les traitements un peu différents que de tout chimie. Et le miel, justement, et c'est pareil pour la gelée royale, pour le pollen, tous ces miels-là. Alors, les gros industriels qui vendent d'énormes quantités de miel, on leur impose de faire des analyses. Nous, en étant amateurs, on n'est pas obligé de faire les analyses. Mais si par exemple, on parlait de qualité de miel, si on parle de miel de lavande, si on le fait analyser, il faut qu'il y ait 70% de miel de lavande minimum dedans. Et quand on fait une analyse, on peut savoir quelles sont les fleurs qui ont été butinées. D'accord, mais ça doit coûter bien cher, j'imagine. Non, il faut compter aller entre 30 et 50 €. Ah bon, d'accord. Par miel, par numéro de série. Ouais. Voilà. Donc c'est un coût, mais après, est-ce que la clientèle, nous sur des petits producteurs comme nous,
C'est un énorme pourcentage sur le chiffre d'affaires. Mais sur des gros industriels qui font des tonnes de miel, bon, c'est quand même un gage de garantie. Une garantie comme quoi le miel a bien été butiné sur les... Le minimum, c'est que si on dit qu'on vend du miel de lavande, ça soit vraiment du miel de lavande. Eh oui. C'est quand même un minimum, je pense. Alors, en préparant cette émission, j'ai découvert, parce que je ne savais pas, qu'il ne faut pas chauffer le miel et qu'il ne faut pas utiliser de cuillère en métal pour manger du miel. C'est ça. Donc en fait, quand on fait chauffer le miel, donc ça va détruire toutes ses propriétés. Ça va détruire les enzymes, le goût et ses apports nutritionnels du miel. Et pareil pour la cuillère en fer, en fait, vu que la cuillère en fer est acide, va détruire aussi les enzymes intérieures. Donc c'est pour ça qu'on facilite donc une cuillère à miel. Et en plus, c'est beaucoup plus facile pour l'utiliser parce qu'elle a des petites alvéoles. Oui, elle est ronde, donc ça fait plus tenir le miel sur la cuillère qu'une cuillère normale. Comme dans Winnie l'ourson. C'est ça, voilà. Voilà. Ok. Et Hugues, on dit que le miel est le seul aliment à ne pas avoir de date de péremption. Au niveau européen, si, c'est 2 ans. Ouais. À partir de 2 ans, on n'a plus le droit de le vendre. Mais dans les faits, dans la réalité. Mais dans les faits, vous pouvez le consommer. On en a trouvé dans les tombeaux égyptiens, il était tout à fait consommable. Maintenant, il n'a plus aucune propriété. Passé un certain nombre d'années stocké dans un pot, les propriétés ont disparu. D'accord. C'est que du sucre pratiquement. Mais à la limite, on pourrait en manger. Le miel, si on peut le manger, il est bon. Il devient toxique, il devient avec un goût de vinaigre aigre et il est détruit en général par la nature rapidement. D'accord. Alors nous allons faire un petit clin d'œil à notre sponsor. La Beauté des Reines à Aubé vous présente votre programme. Alors, on reprend avec la propolis. Hugues, oui. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, quand, comment est-elle produite, récoltée? Les abeilles récupèrent de la propolis pratiquement toute l'année dès qu'elles le peuvent. Mais c'est les végétaux qui leur fournissent. Donc elles vont sur les bourgeons des végétaux, quand les bourgeons sont en éclosion, en fait, et elles récupèrent cette sève qui coule. Si vous regardez des bourgeons, vous avez des petites gouttes de sève collante. Elles vont récupérer ça, elles vont rajouter un enzyme dedans, ou 2 ou 3. Elles vont se les changer d'une à l'autre jusqu'à ce que ça fasse de la propolis. Et une fois qu'elles vont le mélanger avec un peu de cire aussi, selon l'utilité qu'elles veulent faire de ce mélange. Et elles utilisent ça pour se soigner, pour calfeutrer la ruche. Si jamais il y a un intrus qui rentre dans la ruche, elles peuvent le tuer. Mais si elles ont la force de le sortir de la ruche, elles vont le momifier. D'ailleurs, les momies égyptiennes sont recouvertes de propolis. Les bandes sont trempées dans la propolis. C'est connu depuis très longtemps, la propolis. Et c'est un produit très, très puissant. Donc, on peut en consommer pour se soigner, mais de très petites quantités, parce que c'est vraiment, à grosse quantité, c'est toxique, quoi. Alors justement, Eugénie, les propriétés de la propolis, comme dit... Alors, pour les infections, ouais. C'est comme un antibiotique pour les rhumes, les grippes, les anti-inflammatoires et les antifongiques. Alors, on a parlé également que c'est donc un antibiotique naturel, mais qu'il faut faire très attention dans quel cas. Si on a eu un cancer. Voilà, donc ou si on est sous chimio, il faut faire très attention parce que c'est un activateur ça renouvelle les cellules blanches bien plus vite, les cellules blanches bien plus vite et les globules blancs bien plus vite. Et quand quelqu'un a fait une chimio, on lui a supprimé justement une bonne partie de ces globules blancs. Et quand ils se renouvellent, en fait, ils peuvent se renouveler avec le gène du cancer. Et comme on active, c'est un activateur en fait. On ne sait pas ce qu'on active en prenant de la propolis. Donc il faut vraiment en parler. Après, utiliser la médecine comme ça, à dire je prends du miel pour me soigner, c'est une erreur. Il faut aller voir un docteur et après vous discutez avec votre docteur, il vous dit ce qui est bon ou pas bon pour vous. Oui, voilà, valider les interactions éventuelles. Pas commencer à croire que si je prends du miel, je vais me guérir de quelque chose. Ça, c'est une mauvaise piste.
D'accord. Alors maintenant, on va passer au pollen. Eugénie, c'est quoi le pollen? Alors le pollen, donc c'est les abeilles pour les récupérer vont aller sur les étamines des fleurs. C'est comme ça qu'elles vont mettre du mâle à la femelle et elles vont récupérer avec leurs petites pattes, ça va faire des boules. Et nous, pour le récupérer, en fait, on met une grille esprit devant l'entrée de la ruche où elles vont passer, ça va faire comme un peigne, ça va frotter les petites billes qu'elles ont au bout de leurs pattes, mais pas tout prendre. Ça va récupérer une partie. Comme ça, elles vont en avoir assez pour la ruche, pour elles-mêmes. Et ça, c'est un produit qui est très rare, je crois. Hein? On le fait pas souvent parce que ça fatigue la ruche, parce qu'elles ont besoin de ce pollen pour nourrir tout à l'intérieur. D'accord, ok. Voilà. Et alors, du coup, les propriétés, Hugues, du pollen? Ben, c'est toujours pareil. S'il est frais, il y a énormément de propriétés, mais c'est toujours délicat de donner une propriété médicinale à un produit. On sait que c'est bon pour la peau, on sait que c'est un équilibrant. C'est-à-dire, si vous êtes énervé, vous en prenez, ça vous calme, et vice-versa. Si vous voulez dormir, vous en prenez, vous allez dormir. Si vous voulez être réveillé, vous en prenez. En fait, c'est un équilibre. Les Asiatiques disent que c'est le yin et le yang de la ruche. Mais ensuite, il faut faire très attention avec du pollen, parce que vous avez beaucoup de pollen lyophilisé. Oui. Donc, il est facile d'utilisation, mais il a perdu pratiquement toutes ses propriétés. Et après, il y a des miels qui viennent de l'étranger et on ne sait pas sur quelle plante elles ont butiné. Donc les produits qui ont été utilisés, peut-être interdits en France. Déjà, nous en France, quand on fait des analyses, on trouve énormément de produits chimiques dans le pollen. Donc à l'étranger, vu qu'il y a des produits qui sont autorisés et que nous, on n'a plus le droit d'utiliser en agriculture, on peut trouver n'importe quoi. Et pour trouver du chimique, par contre, l'analyse coûte très cher. Et on peut faire des analyses à multiples facteurs, mais ça coûte très très cher. Et on peut trouver qu'à peu près 200, 250 molécules. D'accord. Et alors sur les allergies, tu parlais du local. Oui. Alors le local, c'est vrai que les gens qui sont un peu allergiques, bon, toujours pareil, vous allez voir avec votre docteur, discuter, parce que je ne suis pas docteur. Mais si vous consommez du pollen qui est récolté dans votre région, vous aurez moins d'allergies puisque vous êtes quelque part, votre système immunitaire est habitué au pollen que vous consommez et les abeilles locales en fait. C'est un peu comme l'homéopathie, Voilà. c'est-à-dire petite dose sur du... Vous allez soigner le mal par le mal parce que les abeilles mettent un enzyme dessus le pollen pour pas que ce pollen soit allergisant. Donc il est atténué. Mais toujours pareil, quelqu'un qui fait une allergie au pollen, même d'abeilles, il faut faire très attention. Il ne faut pas faire n'importe quoi. D'accord, d'accord. C'est pas un médicament. Alors maintenant, on va parler de l'or de la ruche, la gelée royale. Oui. Alors là, c'est... Comment c'est... Voilà. La gelée royale, on va récupérer en fait la gelée royale qui est prévue pour nourrir la reine quand elle sera dans sa nymphose. Donc vous avez la larve, après le ferme le cocon dans lequel est la reine, ça s'appelle une cellule royale. Et nous, on va récupérer la gelée royale juste avant qu'elle ferme cette cellule. C'est-à-dire que là, elles vont mettre un stock dans cette cellule pour qu'elle ait, dans ces 10 jours qui lui restent, à se transformer, elle ait suffisamment de nourriture pour se transformer. Et cette gelée royale, nous, on la récupère. Donc on tue la larve. Pour faire un petit flacon, il faut tuer 100 reines. Et on récupère cette gelée royale. Wow. La gelée royale, la particularité, c'est que les abeilles ne la stockent pas. Elles la fabriquent au fur et à mesure. Elles le font en général qu'au printemps, elles en font un peu toute l'année pour nourrir la reine, mais des grosses quantités c'est au printemps, pendant les grosses mielées. Et nous on aime bien la consommer à l'automne. Donc il y a quelque chose de contre-nature là-dedans, et c'est délicat pour avoir de la gelée royale française, parce que les productions sont encore faibles, mais il faut privilégier les gelées royales françaises. Parce que si vous faites un taux, on a fait des recherches, on a cherché, on a analysé, une gelée royale française, elle est à 90% de protéines, une gelée royale chinoise, elle est à 10-15%. Donc, c'est pas le même prix, mais c'est pas non plus le même produit. Sujet tout à fait d'actualité. Voilà. Et oui, bon, simplement, il faut tuer combien d'abeilles pour... Une centaine, c'est pas très, très écolo. Voilà, Ouais. c'est pas très écolo. D'accord. Et donc, Eugénie, les propriétés de la gelée royale. Alors, je ne les connais pas toutes, mais ça combat le stress, la digestion, c'est pour le cœur cardiovasculaire, renforce le système immunitaire, c'est bon pour la mémoire, ça diminue le mauvais cholestérol et ça lutte contre le vieillissement des cellules. Tout ça. Tout ça, juste à un petit pot. Ouais, parce qu'en fait, quand on en prend, c'est vraiment une toute petite dose.
Et c'est ça. hyper puissant. Et... C'est très puissant et même le goût, c'est assez fort. Ouais. Et alors, c'est ça, Hugues, qui explique la longévité de la reine? Et on suppose. Toutes ces... On suppose, puisqu'une abeille vit 50 propriétés. jours, enfin, la plupart du temps dans l'année, c'est 50 jours et c'est 6 mois en hiver. Et le seul fait de changer son alimentation, une reine, elle vit entre, on va dire, 2 ans et 8-10 ans. Ouais, carrément, il n'y a pas photo, quoi. D'accord. Bon, avant de terminer, Eugénie, si tu avais un remède miracle à nous recommander à base de produits... Il y a pas de la ruche. pour moi, il n'y a pas de remède miracle. C'est déjà éviter le sucre, mettre du miel. Déjà, ça peut bien aider pour notre santé. Les plaies, on peut essayer, mais je n'ai pas tellement osé. Ça dépend de la plaie. Tu l'as pas fait? Non, je n'ai là, pas t'as osé. essayé? Mais je sais que quand je commence à être malade, ben malheureusement, je me fais piquer par une de mes abeilles et j'ai plus le rhume. C'est pas vrai. Si, ça fait mal, Bon, ben, mais il faut venir. On va venir te voir en haut sur les hauteurs C'est d'Aubé. Et toi, Hugues Moi, j'ai essayé la cicatrisation, justement, parce que je suis prothésiste dentaire aussi. Mais et- tu as combien de Non, il faut casquettes? pas, Bon, je peux d'accord. pas le dire, j'en ai trop. Bon, d'accord. Et en prothèse dentaire, justement, j'ai été travailler avec un chirurgien qui, je lui ai fait la surprise en fait, j'ai rien dit. J'ai utilisé du miel pour les cicatrisations de greffe de gencives. Et lui, il a vu un résultat, il m'a dit, j'ai jamais vu ça, j'ai jamais vu des cicatrisations aussi rapides et aussi correctes, et avec du miel de garrigue. Et pourtant, on dit qu'il ne faut pas mettre de miel ou de sucre dans le biberon des bébés parce que Ah oui, non, ça mais peut c'est un après bébé. engendrer Les bébés, on a eu du le problème. sucre sur les gencives. On a eu le problème il n'y a pas longtemps, il y a des fromages, il ne faut pas les donner aux petits. Et il y a certains miels, il ne faut pas les donner aux petits non D'accord, plus. d'accord. Donc il faut faire attention quand même avec un bébé. Un bébé, il doit prendre ce que sa mère lui donne, en principe, et c'est tout. Et le miel, tout ça, on va attendre qu'il ait au moins 18. D'ailleurs, je crois que c'est marqué sur les mesures de précaution. Précaution, Oui, ah oui, d'accord. C'est Ouais. 18 mois pour les 18 bébés. mois, je 18 crois. mois. Hein. Je crois que c'est 18 mois. D'accord. Bon, mais c'est bon à savoir aussi. Bon, mais on a appris plein de choses. Avant de terminer, je voulais savoir si, enfin je le sais, mais je voudrais que vous en parliez un petit peu. Vous organisez des visites de vos ruches pour montrer votre métier. Comment ça se passe, Eugénie? Ben, si quelqu'un veut venir, c'est avec grand plaisir. Il faut juste m'appeler auparavant pour qu'on cale un jour qu'il n'y ait pas de vent, qu'il n'y ait pas de pluie et que ce soit vraiment agréable avec un bon soleil. Et c'est la porte est ouverte à tout le monde. Super. Comme les grands, comme les petits. Alors moi, pour l'avoir expérimenté avec mes Oui. petits-enfants, c'est vraiment une très belle expérience et je me suis régalée. Ils se Ben, sont tous régalés. On goûte le C'est miel vraiment directement super. dans la ouais. ruche, quoi. C'est vraiment super. Et Hugues, toi aussi, je crois. Ben, moi, j'ai un site, l'abeille aubésienne, Oui. et les gens peuvent s'inscrire sur le site où ils me téléphonent. Et on fait des visites, et je fais aussi des initiations à l'apiculture pour les gens qui veulent quelques ruches chez eux. Et je donne aussi des cours dans les lycées agricoles. Et voilà, c'est pour les gens qui veulent avoir quelques ruches chez eux, je peux leur apprendre les rudiments, on va Je dire, de crois- l'apiculture. Ouais, je crois que tu as bien aidé Eugénie au début. Oui. Oui, en Ouais. fait. Elle sait plus de choses que nous. Ça fait 5 millions d'années qu'elles sont sur la planète. Combien? 5 millions d'années qu'elles sont sur la planète. D'accord. Peut-être plus, on n'en est pas sûr, mais au minimum 5 millions. Et nous, on est à 10 millions. Oui, donc, Donc, elles ont des heures de vol, on va dire. Je pense qu'elles sont plus adaptées pour la planète. Elles ont réussi à passer ce que nous, on n'a pas encore réussi à passer. Hein, Ouais. Les réchauffements climatiques, les ères glaciaires, elles les ont traversées. Nous, on a notre première ère glaciaire qui arrive, on tremble. Ouais. Après le réchauffement vrai. climatique, Oui, c'est sûr. Ah bah, du coup, tu as un petit peu répondu à ma question pour le mot de la fin, mais tu pourras compléter. Hein. Qu'est-ce que vous pensez de cette citation d'Albert Einstein? Si l'abeille disparaît, l'humanité en a pour 4 ans. oui, mais pas la nôtre d'abeille, l'abeille sauvage, Oui, pas l'abeille domestique. d'accord. Mais des abeilles sauvages, il y en a Ben, par rapport en proportion par rapport aux domestiques. 80% sont partis, sont perdus déjà, Mais des sauvages? des sauvages. Les domestiques, on les élève, on les reproduit in vitro, Oui. on en fait de l'insémination artificielle, donc il y en aura toujours. Les domestiques, il y en aura toujours.
Mais les sauvages, en proportion par rapport aux domestiques, il y a à peu près quel pourcentage? L'idéal serait qu'il y ait 80% de sauvages et puis qu'il y ait 20% de domestiques. Mais on est plutôt près, on est sur le contraire, on a 80 de sauvages et 20 de domestiques, 20 de sauvages et 80 de domestiques. Bon. Ça J'aurais fait peut-être peur. pas dû poser la question. Et Ça toi, fait peur. Jenny, Mais non, qu'est-ce que Ben, tu quand penses? on y pense, ça fait peur, quoi. Il faut être S'il nous positif, reste, si voilà. on n'a pas d'abeilles, il n'y a pas de légumes, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de vie, quoi. Ouais. Donc c'est important, même dans les petits jardins, si on a un petit carré, de planter des fleurs, Ouais. comme ça les abeilles viennent, quoi. S'il n'y avait pas eu d'abeilles sur la planète, à un moment donné, on ne serait pas là. C'est Parce simple. qu'on aurait. Oui. Toute notre alimentation a été basée sur le résultat du travail des abeilles et des plantes. Waouh, bon, je pensais une note un peu optimiste. C'est optimiste. Oui, c'est optimiste. Oui, c'est optimiste. On sait ce qu'il faut faire et effectivement planter des fleurs Planter des et fleurs. essayer de. Et c'est vrai que moi j'en vois tous les jours et je me dis est-ce qu'elles viennent d'une ruche ou est-ce qu'elles sont sauvages? Mais il y en a toujours. Il y en Pas a- grand-chose, un petit carré. Il y en a plein chez moi et Il y a- c'est super. C'est un bonheur de les regarder. Il y a autant de ruches maintenant que dans les années 80, mais ce qu'il y a, c'est qu'on produit beaucoup moins de miel. Ouais. Parce que l'abeille n'est pas en bonne santé, c'est tout. Ok, bah écoutez, merci beaucoup. Merci à Merci. toi. Eugénie et Hugues, de votre participation à cette émission et à vous tous, fidèles auditeurs de HWM TV, pour votre écoute et un grand merci à Alain, à la régie et au timing et au diaporama. Voilà, grand merci Alain pour tout ce que tu fais pour OB et puis pour HWM TV.